Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, une fois de plus, eh bien, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce nouveau et neuvième webinaire Atlanchim Pharma qui va porter sur les réactions d'oxydation. Alors, parmi la vingtaine de lettres scientifiques Atlanchim Pharma que nous avons publiées, nous avions, il y a à peu près maintenant plus de 15 ans, hein, publié une lettre scientifique concernant l'utilisation de l'IBX comme agent d'oxydation. Donc là, vous avez la structure chimique de l'IBX. Et un peu plus récemment, nous avions aussi publié une lettre scientifique. Celle-ci concernait le réactif TEMPO, hein, dont vous avez là aussi la structure sous les yeux. Alors, le TEMPO, comme vous pouvez le voir, c'est un radical stable, hein, de type abinoxy, qui est utilisé comme catalyseur en présence de co-oxydants comme l'hypochlorite de sodium ou encore le diacétate thiodobenzène, hein, pour l'oxydation des alcools en aldéhyde quand ce sont des alcools primaires ou des alcools secondaires en cétone. Alors aujourd'hui, ce que nous avons souhaité vous présenter, c'est un petit peu en quelque sorte un retour d'expérience, hein, c'est-à-dire partager avec vous notre expertise à travers ces 4 grandes méthodes d'oxydation. Donc, nous verrons dans un premier temps tout ce qui concerne les réactions d'ozonolyse. Alors, c'est quelque chose qu'on a pas mal utilisé chez Atlanchim Pharma, comme vous le verrez, en particulier au cours d'un programme concernant la synthèse de stéroïdes triplement marqués au carbone 13. Ensuite, nous nous intéresserons à une autre méthode d'oxydation, hein, qui rentre dans la grande catégorie des méthodes utilisant une activation du DMSO. Donc, avec la méthode de Parik de Ring, nous verrons l'utilisation du complexe pyridine SO3. Ensuite, nous examinerons une série d'exemples concernant l'oxydation de triple lésions disubstituées en utilisant du permanganate de potassium pour obtenir des dicétones 1,2. Donc, c'est, comme on le verra là aussi, des intermédiaires très importants dans le cadre de la synthèse d'hétérocycles. Et ensuite, nous terminerons sur une méthode d'oxydation particulièrement douce, hein, qui concerne l'oxydation des positions benzyliques et qui va, dans cette méthode, utiliser comme première étape eh bien, une réaction de bromation radicalaire. Donc, nous allons commencer par la réaction d'ozonolyse. Alors, la première chose que nous allons regarder ensemble, hein, eh bien, ça concerne le mécanisme de cette réaction d'ozonolyse. Alors, la réaction d'ozonolyse, lorsqu'on l'effectue dans des solvants aprotiques, hein, type dichlorométhane ou acétate d'éthyle, eh bien, l'ozone va réagir avec une double liaison carbone-carbone via un mécanisme de cycloaddition dipolaire 2+3. Donc, dans un premier temps, on va former ce qu'on appelle le molozonide ou quelquefois l'ozonide primaire. Donc, ce sont des composés qui sont particulièrement instables et on va avoir une réaction de rétrocycloaddition 2+3, hein, pour conduire à la formation du carbonyle et d'un oxyde de carbonyle. Alors, si on regarde par exemple ce composé carbonylé, eh bien, si on le retourne en quelque sorte, on voit qu'on peut faire maintenant une deuxième réaction de cycloaddition dipolaire 2+3 entre ce carbonyle et l'oxyde de carbonyle, de telle manière à obtenir l'ozonide, hein, qu'on connaît tous, hein, dans ces réactions. Alors, le problème de l'ozonide, comme vous le savez, c'est un composé qui est particulièrement instable thermiquement et il ne faut jamais traiter une réaction sans l'avoir détruit. Alors, ce qu'on fait en général, comme on le verra, on rajoute un agent réducteur, ça peut être du diméthylsulfure, ça peut être de la triphénylphosphine. Alors, il y a quand même une chose qu'on oublie dans ce cadre-là, c'est que l'oxyde de carbonyle eh bien, peut réagir sur lui avec une autre molécule d'oxyde de carbonyle, hein, de façon tête-bêche, et on obtient souvent, et ça on n'en parle pas très souvent dans le mécanisme, on peut obtenir ce type de dimère. Alors, ce dimère avec cette liaison simple oxygène comme l'ozonide, eh bien, ce sont des espèces qui sont particulièrement dangereuses et il faut vraiment être sûr de les avoir complètement réduits avant de passer au traitement de la réaction. Alors, ce qui est quand même problématique. Alors, il y a une solution à ce problème, c'est qu'on peut effectuer ces réactions d'ozonolyse dans un solvant protique, en particulier le méthanol,
voire l'éthanol. Alors dans ce cas-là, eh bien la réaction va se dérouler, tout du moins pour les premières étapes comme on vient de le voir. Mais, ce qui va se passer concernant, l'oxyde de carbonyle, eh bien, en présence d'un solvant protique, cet oxyde de carbonyle va être piégé sous forme d'un hydroperoxyde d'émiacétal. Alors ça a 2 gros avantages. Premièrement, ce sont des espèces qui sont, plus stables thermiquement et aussi qui sont bien plus faciles à réduire. Et ça, c'est quelque chose qui est, vraiment, important et on voit dans la littérature maintenant, eh bien, des réactions, d'ozonolyse, à large échelle et il y a, par exemple, ces travaux qui ont été publiés par ces chimistes japonais il y a quelques, années, hein, et qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a eu une étude, très complète de cette réaction d'ozonolyse du bêta-pinène, hein. Donc ce qu'ils souhaitaient faire, c'est à partir du bêta-pinène, eh bien, obtenir la nopinone, hein, qui est, cette cétone. Alors dans un premier temps, eh bien, ils ont étudié la réaction d'ozonolyse de ce bêta-pinène dans du méthanol à basse température et à petite échelle, ils ont, identifié les différents composés qui se forment. Alors, on revoit un petit peu l'aspect mécanistique qu'on vient de discuter, hein. On forme effectivement du composé carbonylé et l'oxyde de carbonyle correspondant a été piégé par le méthanol, donc on obtient effectivement bien l'hydroperoxyde d'émiacétal. Alors comme on coupe cette double liaison à ce niveau, on va former du formaldéhyde. Donc le formaldéhyde lui-même sera piégé sous forme d'émiacétal avec le méthanol et son oxyde correspondant eh bien, conduira à la formation de cet hydroperoxyde d'émiacétal. Alors même dans ces conditions, et c'est quand même là aussi le problème, il se forment des quantités plus ou moins importantes de cet ozonide. Alors le problème qui a été noté par les auteurs, et on s'en rend compte assez souvent, c'est que ces ozonides, quelquefois, sont relativement stables. Alors, le mélange réactionnel ensuite a été traité par 2 équivalents de triméthylphosphite et ils se sont rendus compte que pour être sûr d'avoir complètement, réduit, cet, ozonide, eh bien à température ambiante, il fallait rajouter une solution aqueuse d'acide sulfurique, ce qui leur aura permis d'avoir une destruction complexe de l'ozonide et ensuite le mélange réactionnel a pu être distillé. Alors vous voyez que cette réaction a pu être montée à l'échelle d'environ 10 kilogrammes de produit, final avec un rendement qui est de l'ordre de 65 et cette opération, sur cette échelle, a été, reproduite 27 fois, hein, sans aucun problème. Donc ce qui montre bien là, tout l'intérêt, hein, des méthodes d'oxydation, des doubles liaisons par l'ozone, en prenant bien sûr un certain nombre de précautions et en particulier en utilisant comme solvant, l'éthanol, hein, pour éviter une formation, de l'ozonide. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur des travaux que nous avons, réalisés il y a quelque temps, au sein, d'Atlanchim Pharma, dans le contexte du développement, d'une méthode rapide, simple et efficace pour, synthétiser un grand nombre de stéroïdes marqués au carbone 13, avec comme cahier des charges, introduire au moins 3 atomes de carbone 13. Alors pour faire court d'une longue histoire, nous avons, commencé ces travaux en utilisant comme stéroïde de départ l'androstadienne que vous avez sous les yeux. Et l'idée était de couper de manière simultanée ces 2 doubles liaisons, de telle manière à obtenir ce cétoaldéhyde tricyclique, hein, qui était pour nous, dans ce programme, l'intermédiaire clé, de telle manière ensuite à reconstruire le cycle A du stéroïde avec un réactif triplement marqué au carbone 13, de telle manière à avoir cet intermédiaire qui permet par la suite la préparation d'un très grand nombre de stéroïdes triplement marqués au carbone 13. Alors, il s'est avéré que ce n'était pas si simple que ça et toutes les méthodes qu'on a pu utiliser pour couper de manière simultanée ces 2 doubles liaisons dans le cycle A n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. Alors on s'est très vite rendu compte qu'il était vraiment important de masquer en quelque sorte cette double liaison en position 1-2 pour pouvoir ensuite travailler sur la double liaison en position 4-5. Alors pour cela, eh bien, on a traité l'androstadienne par du thiophénylate de sodium, de telle manière à obtenir l'adduit de Michael correspondant. Et ensuite, eh bien, on a traité cet adduit de Michael dans une réaction d'ozonolyse.
Alors comme on le verra juste après, c'est une réaction d'ozonolyse un peu particulière puisqu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle des réactions d'ozonolyse anormales. Alors dans ce cadre-là, on coupe cette double liaison et comme on le verra par la suite, on perd ce carbone, ce qui nous a permis d'obtenir cet acide carboxylique. Alors, ce qui était prévu, et c'est pour ça qu'il y a eu le choix de ce dérivé soufré, c'est que la première étape dans la réaction d'ozonolyse va être l'étape d'oxydation du soufre en sulfoxyde. Et quand on revient à température ambiante, eh bien, on avait espéré avoir une réaction de rétro-Michael, libérant l'acide sulfénique et reformant cette double liaison, permettant ainsi de la recouper par la suite. Alors, on a commencé ces travaux à partir, bien sûr, de l'aduit de Michael. Donc cet aduit de Michael a été mis en contact avec de l'ozone dans du dichlorométhane à moins 78 degrés. Et on s'est très vite rendu compte, au bout de 4-5 minutes, que le mélange réactionnel prenait une coloration bleue, ce qui est caractéristique des réactions d'ozonolyse quand elles sont terminées. Donc on a euh, rajouter aussitôt du diméthylsulfure, un excès de cet agent réducteur, et on a laissé le tout revenir à température ambiante. Alors dans le mélange brut, on a isolé 45% de l'aduit de Michael de départ, et on s'est rendu compte qu'on reformait l'androstadienne. C'est-à-dire que dans les conditions opératoires, la première étape, eh bien, c'est l'oxydation du soufre en sulfoxyde, et ensuite, la question qui s'est posée, c'est est-ce que cette élimination, cette rétro-Michael a lieu à moins 78 degrés ou lors de la remontée du mélange réactionnel à température ambiante. Alors, pour pouvoir trancher, eh bien, on a réutilisé les mêmes conditions opératoires. Par contre, on a utilisé un temps de contact bien plus important et on a pu, dans ce cadre-là, isoler l'acide alpha-bêta insaturé avec un rendement de 28%, et le reste, eh bien, c'était encore de l'androstadienne. Alors, on s'est vite rendu compte par la suite que le meilleur solvant pour faire cette réaction d'ozonolyse n'était pas le dichlorométhane, mais l'acétate d'éthyle. Avec un temps de contact bien plus important et en appliquant le même traitement, on voyait la quantité d'acide alpha-bêta insaturé formé qui était bien plus importante. Et on avait toujours un petit peu d'androstadienne. Et on a prolonger le temps de réaction à 1 heure. Et là, on obtient uniquement l'acide alpha-bêta insaturé. Alors, du point de vue du mécanisme, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. Pardon. On va avoir comme première étape, bien sûr, l'oxydation du soufre en sulfoxyde. Et ensuite, on va avoir la réaction classique d'ozonolyse. Donc, on forme le molozonide. On a la réaction de rétro-cycloaddition 2 plus 3. Donc, on obtient le composé carbonylé et l'oxyde de carbonyle. On a de nouveau la réaction de cycloaddition dipolaire 2 plus 3 qui va conduire à la formation de cette ozonide. Mais là, on est dans un cas qui est particulier, puisque dans cette position, on a un carbone de carbonyle. Et quand on regarde cet intermédiaire qu'on appelle l'intermédiaire de Krieg, parce qu'il ressemble euh, de manière très proche au même intermédiaire qu'on obtient lors de la réaction de Bayer-Villiger. Et ce qui va se passer, eh bien, avec ce type d'intermédiaire, on va avoir une migration du carbone du carbonyle sur cet atome d'oxygène et de manière concomitante, eh bien, une coupure de la liaison oxygène-oxygène simple et de la liaison carbone-oxygène simple ici, de telle manière à obtenir cet anhydride mixte avec ici l'acide formique. Donc on voit bien le devenir du carbone 4 du stéroïde initial. Et ensuite, quand on revient à température ambiante, eh bien, on a une réaction de rétro-Michael où on libère la double liaison et on expulse l'acide sélénique. Et ensuite, eh bien, lors du traitement de la réaction, cet anhydride mixte avec l'acide formique ici ne doit pas être suffisamment stable et on a isolé uniquement cet acide alpha-bêta insaturé. Alors, par la suite, on a souhaité, disons, faire la chose de la façon suivante, c'est-à-dire de couper de manière séquentielle ces deux doubles liaisons, mais d'une manière one pot. Alors, ce qu'on a utilisé, bien sûr, c'est le produit
de départ qui est l'androstadienne. On l'a impliqué dans une réaction de Michael de telle manière à avoir cet aduit de Michael, hein, toujours avec le thiophénolate de sodium. On obtient l'aduit de Michael. Celui-ci va être traité, comme on vient de le voir, par de l'ozone à basse température dans dans la, dans la stade d'éthyle pendant 1 heure. On rajoute bien sûr pas de diméthylsulfure, on laisse le tout revenir à température ambiante et comme on vient de le voir sur la discussion mécanistique juste avant, eh bien, on obtient dans le milieu réactionnel l'acide alpha-bêta insaturé. Alors ensuite, on remet le milieu réactionnel à basse température, on rajoute un flux d'ozone qui permet de couper cette double liaison. Et ensuite, eh bien, on rajoute du diméthylsulfure et on traite la réaction. Alors, comme vous pouvez le voir, cette réaction en 3 étapes conduit à un rendement global de l'ordre de 40%. Là, on est à l'échelle de 3 millimoles, mais on a pu, disons, monter en échelle jusqu'à 20-25 millimoles, ce processus avec un rendement quasiment identique. Alors, du point de vue mécanistique, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe un petit peu comme on l'a vu précédemment, hein. On va avoir, dans un premier temps, heu, la double liaison de cet acide alpha-bêta insaturé qui va réagir lors du deuxième contact avec l'ozone pour conduire à la formation de cet ozonide. Et là, on se retrouve exactement dans la même situation où on va avoir une migration du carbone, du carbonyle sur cet oxygène et une coupure concomitante de la liaison simple oxygène-oxygène et la liaison carbone-oxygène. Ça va conduire à la formation du cétoaldéhyde tricyclique souhaité et on va libérer ce composé hein, qui doit avoir aucune stabilité hein, et qui doit rapidement perdre du CO2 et on doit former sans doute de l'acide formique. Donc à travers ces exemples, on a voulu, disons un petit peu, vous montrer, tout l'intérêt de ces réactions, d'ozonolyse, hein, en faisant bien sûr attention à tout ce qui est formation d'ozonide et qu'on traite la réaction uniquement quand on est sûr qu'on n'a plus aucune trace d'ozonide ou bien, d'hydroperoxyde d'hémiacétal lorsqu'on travaille dans un solvant, protique. Mais dans le cadre de ce programme, hein, pour la synthèse de stéroïdes triplement marqués, cette réaction d'ozonolyse a été clé, hein, puisque toutes les autres réactions d'oxydation que nous avions tentées ont échoué. Alors, on va revenir maintenant sur une autre méthode d'oxydation donc, que j'ai évoquée au début de cette présentation, hein, qui concerne l'utilisation de l'activation du DMSO. Donc, on va parler de la réaction de Parrish-Dunning, hein, qui utilise comme agent d'activation du DMSO eh bien, le complexe SO3-pyridine. Alors, d'une manière pratique, eh bien, on se débrouille de la façon suivante, hein. On traite un alcool primaire ou secondaire par 2 à 3 équivalents de ce complexe SO3-pyridine avec un large excès de DMSO en présence de triéthylamine. On est dans le dichlorométhane et on est entre 0 et 20 degrés. Ça veut dire que ça, c'est vraiment un avantage, c'est-à-dire que par rapport à la réaction de Sworn, on n'est pas dans des conditions cryogéniques et ça peut avoir quelque chose, ça peut être important, en particulier pour les montées en échelle. Alors, du point de vue mécanistique, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de manière similaire à les réactions de Sworn, c'est-à-dire que le DMSO va réagir avec le trioxyde de soufre. Ça va conduire à la formation de cet intermédiaire. Celui-ci va ensuite réagir avec l'alcool et on va former cet alkoxysulfonium. Alors, comme dans le milieu réactionnel, on est en présence de triéthylamine, eh bien la triéthylamine va venir arracher cet hydrogène ici pour former cette illure d'acylsulfonium qui, via un mécanisme à 5 centres, va conduire à la formation de la double liaison carbone-oxygène et va libérer du diméthylsulfure. Alors, comme je disais, c'est une réaction qui est très intéressante. Ce complexe SE3-pyridine, c'est un beau solide blanc qui est facilement manipulable, qui est peu onéreux. Alors, il se pose
quand même un problème, ça reste quand même un composé qui est, sensible à l'humidité et un certain nombre d'auteurs ont montré que, lorsque, ce complexe SO3, pyridine était exposé à l'humidité, eh bien on formait des proportions, diverses et variées, de ce sel, donc qui est un, hydrogénosulfate de pyridinium. Donc c'est un composé qui a une acidité qui est quand même relativement importante avec un pKa 2 et on forme aussi, du sulfate de pyridinium. Alors quand on a des lots, qui contiennent des quantités, plus ou moins importantes de cet hydrogénosulfate de pyridinium, eh bien on se rend compte que les réactions, d'oxydation sont d'une part bien plus lentes, les rendements bien plus faibles et on commence à observer la formation de sous-produits. Alors pour se débarrasser de cette, hydrogénosulfate de pyridinium, il y a plusieurs techniques. Alors la technique qui est quelquefois utilisée, c'est de prendre le complexe SO3-pyridine, le mettre en solution dans de l'acétone et porter le mélange à reflux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un équivalent du complexe SO3-pyridine va réagir avec l'hydrogénosulfate de pyridinium pour conduire à la formation de SO3 et du pyridinium, du sulfate de pyridinium. Alors, même si vous faites ça, heu, les gens remarquent que le produit reste quand même, moins actif, hein, donc ça doit avoir quand même un effet sur la réactivité de ce complexe SO3-pyridine, même si dans ces réactions on en utilise 2 voire 3 équivalents, ça peut avoir des conséquences. Alors plus récemment, il y a des auteurs qui ont montré que, ben, que le traitement pouvait être encore plus simple. Il suffisait tout simplement de rajouter de la triéthylamine au mélange et cette pyridine, pardon, de rajouter de la pyridine et cette pyridine va venir neutraliser l'hydrogénosulfate de pyridinium pour donner ce sulfate de pyridinium. Alors, maintenant, on va voir 2 exemples concernant cette, oxydation avec le DMSO activé par ce complexe SO3-pyridine. Donc un 1er exemple avec une structure, qui est quand même, relativement, fonctionnalisée. Donc c'est un composé de type C-glycoside, dérivé donc du glucose, avec ses groupements protecteurs, de type triméthylsilyl. Alors comme vous le savez tous, ce ne sont pas les groupements protecteurs les plus stables et les auteurs ont souhaité donc oxyder cet alcool primaire en aldéhyde correspondant. Donc là, ils ont utilisé les conditions suivantes. L'alcool primaire est mis en solution dans du dichlorométhane. Vous voyez là, on est, disons, à 10 degrés. On rajoutait un large excès de DMSO et environ 3-4 équivalents de triéthylamine. Ensuite, eh bien, ils ont additionné le complexe SO3-pyridine en solution dans le dichlorométhane, ce qui leur a permis d'obtenir le composé souhaité avec un très bon rendement. Et là, on est quand même à l'échelle de 30 kg. Alors, il y a une chose qui est importante qu'il faut mentionner, c'est que lors de ces travaux, les auteurs ont montré la chose suivante, c'est que lorsqu'on met en solution le complexe pyridine SO3 dans du DMSO et si, les temps d'addition sont relativement longs, supérieurs à 1 heure, ce complexe SO3-pyridine n'est pas très stable dans le DMSO et ils ont noté dans ces conditions une chute de rendement, d'où l'intérêt dans ce cas-là d'utiliser du dichlorométhane pour éviter, ce problème, d'instabilité du complexe et dans ce cas-là, bien sûr, le DMSO, il faut le rajouter dans le milieu réactionnel et ce qui a été fait, bien sûr, dans cet exemple. Alors, on va voir un autre exemple d'oxydation d'alcool primaire en aldéhyde utilisant cette méthode. Et ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par les chimistes de chez Lilly hein, dans le cadre de la recherche de nouveaux composés pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Ils ont souhaité oxyder cet alcool primaire en aldéhyde. Alors, la première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'en oxydant cet alcool primaire en aldéhyde, vous êtes dans un cas où vous avez en position alpha un centre stéréogène qui porte un hydrogène. Donc on a toujours ces problèmes d'épimérisation ce qui a lieu dans ce cas-là, mais dans le cadre de cette synthèse, ce n'est pas dramatique, dans le sens où l'étape qui va suivre sera un traitement de cet aldéhyde avec une amine secondaire chirale, de telle manière à obtenir l'énamine correspondante, qui sera ensuite traitée par un agent de fluoration électrophile, le DAST. Alors, ce n'était pas là le problème au niveau de l'épimérisation, c'est que
ils ont essayé un certain nombre d'agents d'oxydation, en particulier de l'IBX qu'on a évoqué au début de cette présentation, d'ailleurs, comme le tempo avec comme co-oxydant l'hypochlorite de sodium. Et ils se sont rendus compte, certes, ils obtenaient l'aldéhyde souhaité, ils avaient des produits de suroxydation, donc l'acide carboxylique correspondant. Et comme dans cette structure, on a en position bêta ici une amine protégée sous forme d'un groupement protecteur carbamate de type Boc, eh bien, il y avait une réaction de bêta-élimination, hein, en quelque sorte une réaction de rétro-Michael. Donc, ils obtenaient aussi l'aldéhyde alpha-bêta insaturé. Et ce composé, dans les conditions d'oxydation, eh bien, était aromatisé en furane, et ce qui était vraiment problématique. Donc, ils ont cherché tout un tas de conditions opératoires, et ils se sont rendus compte que eh bien, c'était la méthode de Parrish de Ring qui donnait les meilleurs résultats. Et là, vous avez une application classique de cette oxydation. Donc l'alcool primaire est mis en solution cette fois-ci dans l'acétate d'éthyle. On a une température qui est inférieure à 5 degrés. On utilise comme amine tertiaire la base de Hunig. Et dans ce cas-là, eh bien, le complexe pyridine SO3 est mis en solution dans le DMSO. Comme ils ont une addition qui est très rapide, il n'y a pas le problème qu'on a évoqué de dégradation. Et ils ont pu obtenir l'aldéhyde souhaité avec un excellent rendement de 88%. Et là, vous êtes à l'échelle supérieure au kilogramme. Donc, ce qui montre bien tout l'intérêt de cette méthode d'oxydation qui permet d'avoir des aldéhydes de manière très efficace sans avoir les problématiques de conditions cryogéniques. Alors, maintenant, on va s'intéresser à une troisième méthode d'oxydation, hein, et là aussi, comme la précédente, on l'a pas mal utilisée au sein d'Atlanchim Pharma. Ça concerne l'oxydation des triples liaisons par le permanganate de potassium pour obtenir des dicétones 1,2. Alors, dans le cadre des travaux qu'on a réalisés au sein d'Atlanchim Pharma, on a pas mal travaillé sur les triples liaisons disubstituées avec des systèmes aromatiques ou hétéroaromatiques. Donc, en traitant ces composés par du permanganate de potassium, eh bien, on a pu obtenir de manière très efficace eh bien, les dicétones 1,2 correspondantes. Alors, il y a un point quand même qu'il faut évoquer, c'est que le permanganate de potassium, c'est un agent oxydant qui est bon marché, hein. Le prix au kilogramme va de 30 à 50 euros selon la qualité. Et c'est aussi un agent oxydant qui est non toxique, hein, puisque le permanganate de potassium est encore utilisé comme antiseptique en dermatologie. Alors, du point de vue mécanisme, comment ça se passe? Eh bien, le permanganate va réagir avec la triple liaison, hein, selon un mécanisme de type cycloaddition 2+3. On va obtenir cet intermédiaire, hein, qui est un hypomanganate, un ester de type hypomanganate, pardon, et qui va subir un réarrangement pour conduire à la formation de la dicétone 1,2, et on va libérer du manganèse 3. Donc en général, le manganèse 3 se dismute en manganèse 2 et en manganèse 4. Alors ce mécanisme en quelque sorte de réarrangement fait penser un petit peu à ce qu'on observe avec les esters périodiques, hein, lors de la coupure de la liaison carbone-carbone dans les diols 1,2, hein. Mais comme ici, on a une double liaison carbone-carbone, on n'observe bien sûr pas la coupure de cette liaison. Alors, ça, c'est une méthode qu'on a utilisée dans pas mal de cas. Donc, comme je l'ai souligné avec des systèmes aromatiques ou hétéroaromatiques. Donc là, vous allez avoir plusieurs exemples de la littérature, hein, concernant cette transformation. Alors, à partir de cette triple liaison disubstituée par ces systèmes aromatiques, eh bien, lorsqu'on traite ce produit par un excès de permanganate de potassium dans un solvant qui est un mélange de dichlorométhane et d'acide acétique, eh bien, le permanganate de potassium n'est pas très soluble dans les solvants organiques, voire pas soluble du tout. Donc, dans ces conditions-là, on a tout intérêt à utiliser un agent de transfert de phase, hein, phase solide, phase liquide, qui permet d'obtenir le composé souhaité, donc cette dicétone 1,2 avec un rendement, somme toute, tout à fait convenable. Donc là, on est à l'échelle de 4 grammes. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut mentionner, c'est que dans les conditions acides
comme ici, on doit sans doute former de l'acide euh, permanganique. Et cet acide permanganique est sans doute plus réactif que le permanganate de potassium lui-même. Donc on a en général en conditions acides des réactions qui sont plus rapides, mais quelquefois on observe la formation de sous-produits. Donc ça peut être très dépendant du substrat. Alors on parle de substrat, il y a une chose aussi qu'il faut quand même mentionner, c'est que ce genre de composés sont relativement simples à synthétiser, hein, puisque si on analyse le schéma rétrosynthétique, on voit très bien que pour former ce substrat de départ, eh bien, on a fait une réaction de type Sonogashira entre le dérivé chloré ici et le phénylacétylène. Alors, si on regarde aussi la littérature concernant cette transformation, bien sûr, il y a des alternatives. On peut utiliser, par exemple, une activation de cette triple liaison par du palladium 2 en solution dans le DMSO à 140 degrés. Alors le DMSO, bien sûr, va jouer le rôle de solvant, mais c'est aussi l'oxydant. Alors dans ces conditions, eh bien, on a des conditions quand même qui sont bien plus dures. Euh, Comme je l'indiquais, on est à 140 degrés et d'une manière générale, les rendements qu'on observe sont toujours inférieurs à ceux qui sont observés lorsqu'on utilise le permanganate de potassium. Alors, ces 17 tonnes 1,2, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, hein, ce sont des intermédiaires qui sont très importants. Et par exemple, ce composé hein, a été utilisé lors de la synthèse de cette série d'imino-énantioïnes hein, diversement substituées. Alors, on va voir maintenant un deuxième exemple toujours avec une triple liaison qui est disubstituée par des systèmes aromatiques et hétéroaromatiques. Là, on voit quand même des substrats qui commencent à être fonctionnalisés hein, avec ce motif de benzimidazole. Hein. Et là, on va utiliser des conditions qui sont vraiment les conditions standards et classiques qu'on trouve dans la littérature pour oxyder des triples liaisons substituées. Donc, toujours un excès de permanganate de potassium on est dans un mélange acétone-eau, donc c'est un mélange qui est homogène. Et ce qui est clé pour le bon fonctionnement de cette réaction, c'est d'avoir un tampon à pH 7,75, donc en utilisant du sulfate de magnésium et de l'hydrogénocarbonate de sodium. Et bien dans ces conditions, on obtient le produit souhaité, donc cette dicétone 1,2, avec un très bon rendement. Hein, et là, on est à l'échelle de quasiment 200 grammes. Donc c'est une réaction qui est très efficace, mais j'insiste, hein, la présence de ce tampon à pH 7,5 est très important, puisque dans le processus d'oxydation, vous allez libérer des ions OH-, et si vous avez un tampon avec un pH un peu plus élevé, eh bien vous commencez à observer des réactions secondaires puisque vous n'arrivez pas en quelque sorte à piéger ces ions OH-. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé et ce sont des conditions standards qu'on retrouve très fréquemment dans la littérature dans ce cadre. Alors bien sûr, hein, ces 17 tonnes 1,2 sont les intermédiaires de choix pour la réaction de Debus-Radziensky hein, qui permet de construire en traitant ces dicétones 1,2 avec de l'ammoniac et un aldéhyde, de construire des composés de type imidazole trisubstitué. Alors, juste pour terminer et pour vous montrer un petit peu le scope de cette méthode, on peut bien sûr aussi utiliser comme substrat de départ des triples liaisons disubstituées avec cette fois-ci des groupements alkyles. Et là, vous avez un exemple sous les yeux. Hein. Il suffit de traiter ce composé dans les conditions standards qu'on vient d'évoquer. On obtient la dicétone 1,2 souhaitée avec un rendement qui est excellent, à 87%. Alors certes, on est à petite échelle, mais là, on est dans le cadre d'une synthèse totale. Et ensuite, eh bien, cette dicétone 1,2 est impliquée dans une réaction de cyclisation de type cyclisation aldolique intramoléculaire, de telle manière à construire ce cycle. Hein. Et ce cycle, eh bien, on reconnaît le système tricyclique BCD des stéroïdes. Il y a juste ensuite, en traitant ce composé tricyclique avec la méthylvinylcétone, eh bien, on peut construire le cycle A. On voit bien qu'on a le méthyle angulaire entre le cycle A et B qu'on retrouve bien sûr dans les stéroïdes. Et là, on est en série corticoïde, puisqu'en position 11, on a une fonction oxygénée. Donc, ce qui montre bien la puissance de cette méthode hein, pour la synthèse des dicétones 1,2, qu'on soit en série aromatique ou aliphatique, c'est
quelque chose qui fonctionne très bien et une fois de plus, c'est une méthodologie qu'on a, énormément utilisée chez Atlanchim Pharma. Alors, juste, pour terminer maintenant, on va, alors excusez-moi. Alors juste pour terminer maintenant, on va s'intéresser à une méthode d'oxydation des positions, benzyliques, qui est particulièrement douce, comparée aux méthodes classiques, hein, qui utilisent, en général des oxydes de chrome ou, du permanganate de potassium. Et là, en utilisant, une réaction de bromation radicalaire, on peut faire des réactions, d'oxydation dans des conditions, particulièrement douces. Alors, du point de vue, du principe, hein, ça fonctionne comment? Eh bien, à partir d'un composé de type méthylarène ou méthylhétéroarène, il suffit de le traiter avec un léger excès de N-bromosuccinimide en présence d'un initiateur de radicaux. Donc, on peut utiliser du peroxyde de benzoyle ou de l'AIBN. On est à reflux du on est à reflux du tétrachlorure de carbone. Et dans ces conditions-là, eh bien, on va avoir une réaction de bromation radicalaire qui va permettre l'obtention du bromure benzylique correspondant. Alors, celui-ci va être traité par, en particulier, et ça c'est une possibilité, par de l'acétate de sodium, et l'ester correspondant est saponifié pour conduire à l'alcool benzylique souhaité. Donc effectivement, on a bien fait une réaction d'oxydation dans des conditions qui sont particulièrement douces et qui sont particulièrement adaptées à des substrats qui commencent à être hautement fonctionnalisés. Et j'insiste, là aussi, hein, ça ne serait pas possible avec en particulier l'oxyde de chrome ou le permanganate de potassium. Alors maintenant, et c'est ça où cette méthode est intéressante, si vous utilisez les mêmes conditions concernant la première étape qui est l'étape de bromation radicalaire, mais cette fois-ci en doublant le nombre d'équivalents de N-bromosuccinimide, eh bien vous allez pouvoir former le produit de type gemme dibromo. Alors ce composé de type gemme dibromo, eh bien on peut l'hydrolyser de différentes façons. Alors dans la littérature, ces conditions sont souvent reprises, hein. Donc le produit gemme dibromé est traité dans un mélange THF-eau en présence d'un excès de nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent a ce côté pour l'argent halogénophile, donc il va venir activer les bromes de telle manière à faciliter la réaction d'hydrolyse, et comme ça on peut obtenir l'aldéhyde correspondant. Et ça c'est vraiment une méthode intéressante pour ces conditions douces concernant l'oxydation. Alors, concernant le mécanisme, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la façon suivante, hein. Heu, on est à un reflux de CCl4. Si on utilise de l'AIBN, on va avoir une réaction de fragmentation de l'AIBN, une libération de N2, hein, ce qui est dans ce cas-là la force motrice. On libère ce radical tertiaire qui est stabilisé par ce groupement cyano. Alors ce radical tertiaire qui se forme va se former à l'état de trace, puisqu'en général l'initiateur on en met autour de 4-5%. Donc, ce radical réagit avec la N-bromosuccinimide pour donner des traces du radical Br point. Donc, celui-ci va venir arracher un hydrogène en position benzylique pour conduire à la formation de ce radical benzylique qui est très stable. Et on va former aussi de l'HBr. Et cet HBr va réagir via une réaction ionique, cette fois-ci avec la N-bromosuccinimide, pour former des traces de brome. Et bien sûr, le brome, ça sera lui l'agent de bromation et non pas la N-bromosuccinimide. Donc Br2 va réagir avec le radical benzylique pour conduire à la formation du bromure benzylique souhaité. Et dans la même opération, eh bien, on va libérer du Br point qui va revenir réagir avec le substrat de départ, et en quelque sorte, la réaction va s'auto-entretenir, hein, jusqu'à consommation totale du produit de départ. Alors maintenant, si on rajoute un équivalent de N-bromosuccinimide, eh bien, on peut faire une bromation radicalaire sur le bromure benzylique obtenu, ce qui explique la formation de ces dérivés de type gemme dibromo lorsqu'on utilise deux équivalents de N-bromosuccinimide. Alors, vous avez ici deux exemples, hein. Un premier exemple qui est un exemple assez classique. Vous avez sur cette structure polyaromatique ce groupement méthyle. On le traite dans les conditions qu'on vient d'évoquer à l'instant.
on va obtenir, le dérivé, dibromé, souhaité et il y a juste à le traiter comme on l'a évoqué, juste, auparavant, par des sels d'argent à reflux d'un mélange THFO et on obtient ainsi, l'aldéhyde souhaité. Alors vous voyez, c'est une réaction qui fonctionne bien, on a un rendement qui est de l'ordre de 75. On est quand même à l'échelle d'une vingtaine de grammes et de mémoire, chez Atlanchim Pharma, on a utilisé ce type de stratégie avec, des échelles de l'ordre de 25 jusqu'à 30 grammes, donc ce qui montre bien la puissance de cette méthodologie, même si on a besoin de faire cette transformation en 2 étapes. Alors, c'est surtout intéressant dans un cas particulier qui concerne les systèmes aromatiques ou hétéroaromatiques dans lesquels vous avez sur 2 atomes de carbone contigus 2 méthyles. Donc là, sur cette structure de type benzotriazole, eh bien, on applique les conditions qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc, on aurait pu aussi prendre de l'AIBN. Il n'y a pas beaucoup de différence en termes de réactivité. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir le bis 1,2 digème dibromo, donc ce composé. Et là, l'hydrolyse va se faire par traitement avec le N-oxyde de la N-méthylmorpholine et on obtient ce, cet orthodialdéhyde. Et ces composés-là sont très difficiles à obtenir, même sur des substrats qui sont robustes, quand on utilise les méthodes utilisant par exemple le trioxyde de chrome ou KMNO4. Et ce qui montre bien sur cet exemple tout l'intérêt de cette méthodologie. Alors, juste pour terminer, hein, on a, comme je l'évoquais à l'instant, énormément utilisé cette méthode chez Attenchim Pharma avec des systèmes aromatiques ou hétéroaromatiques comportant un méthyle, 2 voire 3 méthyles. Donc on se place dans les conditions de bromation radicalaire qu'on a évoquées. On obtient les composés gemme dibromé correspondants. Et ensuite, ce qu'on a développé pour éviter l'utilisation de sel d'argent, eh bien, il suffit juste de traiter ces composés gemme dibromé par une solution de NaHCO3, donc de carbonate de sodium, dans un mélange avec du THF à reflux. Et dans ces conditions-là, on peut facilement transformer ces gemmes dibromo en fonction aldéhyde et ça évite, hein, comme je l'évoquais, l'utilisation de l'acétate des sels d'argent. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter concernant un petit peu ce retour d'expérience que nous avons eu avec ces différentes méthodes d'oxydation. Alors, pour conclure, eh bien, comme on est, disons, à la fin de l'année, eh bien, pour nous, ça a été une année qui a été bien chargée avec une centaine de projets traités au cours de 2022. Heu, Aussi, on a, à travers tous ces projets, on a en quelque sorte renforcé notre expertise dans le domaine de la synthèse des produits marqués, mais aussi, dans le domaine de la chimie hétérocyclique et bien sûr dans bien d'autres domaines. Alors, on souhaitait aussi bien remercier tous nos clients et en particulier ceux qui nous sont fidèles depuis maintenant presque 20 ans. Alors, comme on est dans les remerciements, moi je souhaitais aussi remercier Aurélie et Johan pour bah, la mise en place de ce webinaire, souhaiter la bienvenue à Elena qui nous a rejoint tout récemment. Je souhaitais aussi remercier ben, tous mes collègues d'Atlanchim Pharma hein, pour toutes les discussions, tous les échanges qu'on peut avoir, aussi bien au quotidien, alors là c'est souvent par courrier électronique, mais aussi lors des points scientifiques. J'aimerais les remercier aussi pour bah, toutes les remarques et toutes les discussions qu'on a pu avoir lors de la mise sur pied de ce webinaire. Et à titre personnel, j'aimerais aussi remercier, comment Julien Barrand, pardon, pour, la première relecture, de cette présentation et toutes les discussions que j'ai pu avoir, avec Vincent à ce sujet. Donc, je tenais, sincèrement à le remercier, hein, pour, comme on dit, son input, hein, dans la préparation de ce webinaire. Alors, moi aussi, je tenais à vous remercier, hein, pour votre écoute et bien sûr, comme d'habitude, on est prêt à répondre, à vos questions, donc je vais pouvoir les lire et j'apporterai une réponse,
à ces questions. Juste avant de finir, si vous avez des questions, qui vous viennent un peu plus tard, bah, je suis prêt, à y répondre si, bien sûr, vous me les envoyez par courrier électronique ou et autrement, si, vous avez des idées, hein, pour des nouveaux webinaires, eh bien, on est à votre écoute, hein, et ça pourrait être, des choses intéressantes qu'on pourrait, bien sûr, là aussi, vous présenter. En tout cas, eh bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite, d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, il y a quelqu'un qui me demande s'il y a des astuces pour, s'arrêter aux composés, monobromés et pour limiter la formation du composé gemme dibromé. Alors, Heu, moi, de mémoire, parce qu'il y a un certain temps qu'on a fait ça, on n'a jamais été trop, embêtés avec la formation du composé dibromé à partir du moment où on utilisait, 1,05-1,1 équivalent de N-bromosuccinimide. Alors, ce qu'on a systématiquement fait aussi, et ça c'est assez classique, hein, aussi bien avec la N-bromo que la N-iodosuccinimide, on avait des composés qui étaient fraîchement recristallisés. Oui, alors, dans tout ce que j'ai vu, les réactions d'ozonolyse, alors on me demande si les ozonolyses sont toujours, réalisées à -78°, donc c'est quand même dans des conditions qui sont cryogéniques. J'ai un autre exemple en tête, hein, d'OPRD où là, ils étaient, je crois à -60, mais j'ai pas vu alors à grande échelle, des réactions d'ozonolyse, à des températures, on va dire de -40, de -30. Alors ça existe peut-être, mais à titre personnel, tout ce que j'ai pu voir à large échelle a ét c'était toujours dans des conditions, qui étaient sans doute, inférieures à -60°. Alors la compatibilité des groupements fonctionnels, pour la bromation radicalaire en position benzylique. Alors de mémoire, on a eu des substrats où on avait des méthylesters, par exemple. On n'a pas vu de réaction secondaire. Hem, alors, c'est vrai que nous, on est toujours restés en série, hétéroaromatique, mais on avait quand même hétérocycles azotés qui étaient particulièrement sensibles et on n'a jamais noté de dégradation. Alors on n'a peut-être pas eu des systèmes qui étaient suffisamment fonctionnalisés pour pour que je puisse apporter une réponse, mais nous on a utilisé cette technique parce qu'on avait en main des hétérocycles azotés qui étaient très, très sensibles aux conditions thermiques, aux oxydants. Alors, comment éviter, l'utilisation de CCl4, dans la réaction de bromation? Alors, il y a une solution, hein, c'est d'utiliser le trifluorotoluène. Il y a un certain nombre d'exemples où les gens ont substitué CCl4 par le trifluorotoluène. Alors c'est intéressant parce que c'est un solvant qui a un point d'ébullition de mémoire qui est autour de 100°. Donc après on peut le recycler parce que c'est bon, c'est pas un solvant qui est bon marché, donc on peut toujours le recycler. Alors bien sûr ce qu'il faut pas utiliser, c'est des solvants type toluène parce que dans ce cas-là, on est foutu, on va faire des radicaux benzyliques. Alors remplacer ces sels-4 par le benzène, je ne crois pas que c'est une bonne chose et j'ai pas vu d'exemple, dans le benzène, mais par contre, effectivement, les exemples que j'ai vus, c'était avec le trifluorotoluène et d'ailleurs, c'est recommandé dans ce cas-là, quoi. Alors là, je suis pas, disons, savoir s'il y a des solvants plus green que CCl4,
Bah, je ferais la même réponse que je viens de faire, je dirais, bah, moi j'utilise, le trifluorotoluène, sachant que, bah, on le recycle, hein, parce que c'est un petit peu l'intérêt, hein. C'est quasiment un équivalent de dichlorométhane, mais avec un point d'ébullition, qui est bien plus élevé, donc le produit, part, moins facilement à l'évaporateur rotatif et on peut le récupérer. Mais j'ai pas vu d'autres, types de solvants hormis, le trifluorotoluène, comme substitut de CCl4. Alors oui, alors je vais faire la même réponse que j'ai fait, c'est la compatibilité, au niveau, des conditions radicalaires et des groupements protecteurs. Alors je pourrais répondre d'une autre façon, hein. Au laboratoire, j'ai eu, la chance et j'ai toujours la chance, mais un peu moins maintenant parce qu'il est plus à Nantes, mais, de travailler avec, Fabrice Dénès, hein, et on a fait pas mal de chimie radicalaire, j'en ai fait pas mal aussi, par exemple, sur les nucléosides et c'est une chimie qui est excessivement douce, hein, puisqu'on n'est ni dans des conditions acides, ni dans des conditions, basiques et j'aurais tendance à croire que, on peut faire pas mal de choses. Surtout parce que c'est là où cette réaction est importante, c'est qu'on génère du brome à l'état de trace et on n'a pas de réaction secondaire qui serait par exemple des réactions de substitution électrophile aromatique avec le BR2 qui se dégage. Euh, donc il est tellement à l'état de trace que ça induit pas de réaction. Et moi, je serais partisan d'essayer et voir un peu ce qui se passe si on a un groupement fonctionnel. Mais concernant d'une manière générale les conditions opératoires utilisées en chimie radicalaire, hein, et ça c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, on se rend compte que beaucoup de groupes sont compatibles dans ces conditions de chimie radicalaire. Donc, je pense que là, il faut vraiment, il faut vraiment essayer. Et je crois qu'on pourrait avoir vraiment des très bonnes surprises. Alors, l'oxydation des alcools était possible avec MnO2 dans l'éthanol. Euh, bah, de mémoire, hein, MnO2 est un agent d'oxydation des alcools allyliques ou des alcools benzyliques, parce que du point de vue du mécanisme, on passe par un radical qui est positionné sur le carbone benzylique ou le carbone allylique. Donc, si on utilise comme solvant l'éthanol, on peut penser que l'éthanol sera inerte et que si on a comme substrat un alcool benzylique ou un alcool allylique, on pourra l'oxyder. Mais d'une manière générale, MnO2 n'oxyde pas les autres alcools. Ah oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, hein. J'ai parlé de triple liaison disubstituée aussi bien avec des systèmes aromatiques que des systèmes aliphatique. Alors effectivement, j'aurais dû en parler, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on a une triple liaison terminale? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est qu'on doit faire le composé dicarbonylé, on doit avoir une cétone et un aldéhyde, et ce composé-là n'est pas stable du tout, il se réoxyde, et ce qu'on obtient lorsqu'on veut oxyder une triple liaison terminale, on forme l'acide carboxylique et on perd un carbone, sans doute sous forme de CO2. Donc ça, c'est pas applicable. Le permanganate de potassium n'est pas applicable dans ce cas particulier des alcynes vraies, hein. Alors, est-ce qu'il y a une différence de réactivité quand on veut détruire bah, soit l'ozonide ou soit euh, l'hydroperoxyde d'émiacétal entre la triphénylphosphine et le diméthylsulfure. Alors, nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on utilise le diméthylsulfure pour la raison toute simple, c'est que comment on en met en excès, on laisse ça toute la nuit, donc c'est un composé qui est très volatile, donc l'excès part, et le déméso qui se forme est très facile à éliminer. Le problème de la triphénylphosphine, c'est ensuite éliminer l'oxyde de triphénylphosphine.
Alors, je sais que dans l'industrie, sur large échelle, ils continuent à utiliser le diméthylsulfure et le problème, bon, bah, c'est l'odeur, hein, du diméthylsulfure et ils ont souvent des systèmes qui sont les suivants, c'est-à-dire qu'après avoir, rajouté un large excès de diméthylsulfure, ils font passer, de l'azote ou de l'argon de telle manière à chasser le diméthylsulfure et le flux d'azote ou le flux d'argon est traité par l'eau de javel pour oxyder le diméthylsulfure, directement pour pas qu'il y ait ce problème d'odeur, hein, qui est lié à ce composé. Mais je pense que c'est toujours la même chose, hein, c'est le problème ensuite avec la tréphénylphosphine de l'éliminer. Alors on ne peut pas utiliser à large échelle, je pense, la tréphénylphosphine supportée. Alors nous, quelquefois, ce qu'on a utilisé, alors pas dans le cas des réactions d'ozonolyse, mais dans d'autres cas où on avait un problème avec l'oxyde de tréphénylphosphine, on a utilisé la triméthylphosphine en solution dans le THF. Et quelquefois, ça permet d'éviter les difficultés, hein, liées à la purification, à l'élimination de l'oxyde de triphénylphosphine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions d'oxydation très utilisées en industrie, Bayer-Villiger, coupure oxydante? Ah, alors je pense que la réaction de Bayer-Villiger, j'ai pas vraiment d'exemple. Euh, la réaction de Pinnick avec le comment c'est pareil. Alors le problème de la réaction de Pinnick, c'est l'oxydation du chlorite de sodium. Donc le chlorite de sodium, c'est quand même un composé qui est particulièrement instable. Et moi, j'ai pas d'exemple, hein, d'utilisation de ce type d'oxydation aldéhyde acide. Par contre, je sais que les réactions de Bayer-Villiger, à un moment, il y a eu énormément de choses qui ont été faites en utilisant des enzymes, en particulier des monocyclo-oxygénases, hein, qui permettent de faire des réactions de Bayer-Villiger. Euh, j'ai en tête quelques exemples comme ça de réactions de Bayer-Villiger avec du MCBBA, mais à des échelles qui dépassaient pas les 2 ou 3 kg. C'est pareil, je n'ai pas d'exemples en tête concernant cet aspect. Mais je pense que le chloride de sodium, hein, c'est un produit qui est, disons, problématique en termes de stabilité et j'ai pas vu, dans ce cas-là, son utilisation dans des réactions de type Pinnick ou des réactions de type d'alcanade pour faire des acides carboxyliques à partir des aldéhydes. Écoutez, merci encore, hein, pour avoir suivi ce webinaire. Merci aussi pour toutes les questions et comme je vous l'indiquais, je suis prêt à répondre à d'autres questions, à d'autres de vos interrogations, hein. Surtout, n'hésitez pas, contactez-moi et si vous avez des idées pour les prochains webinaires, ben, n'hésitez pas à nous les communiquer, on pourra, disons, y réfléchir. En tout cas, ben, je vous remercie encore et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir à tous.